Dans le secteur de la médecine, il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières. Je ressentais un vrai besoin de faire autre chose que la médecine. Au collège, on t'avait appris à faire les crochets. Quand j'étais petite aussi, je m'amusais beaucoup à faire des dessins de tenues. Et s'il n'y a pas la passion, techniquement, on ne peut pas tenir longtemps. Quand je quitte l'hôpital et que je viens à la maison et que je fais le crochet, c'est comme une sorte de thérapie pour moi. Je sais que ça nécessite beaucoup d'endurance, beaucoup de ténacité, beaucoup de créativité. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Alors bonjour à toute la communauté, j'espère que tout le monde pète la forme. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve ensemble pour un nouveau podcast avec cette fois-ci, encore une fois, une invitée très spéciale qui va partager avec nous des informations qui vont nous aider à passer à un niveau supérieur. Mais avant, vous savez la routine, vous connaissez le rituel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter si vous souhaitez travailler avec nous. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que dans une prochaine vidéo, on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos pour vous aider à comprendre certaines choses afin de pouvoir passer au niveau supérieur. Alors aujourd'hui, je suis avec une très grande dame, une charmante dame, si je peux dire ça comme ça. Il s'agit de France-Lise. France-Lise qui est à la fois entrepreneur et surtout dans le même secteur d'activité que moi, c'est-à-dire la médecine générale. Et aujourd'hui, docteur France-Lise Adelakun nous a fait l'honneur et avec beaucoup de plaisir, on la reçoit sur notre plateau aujourd'hui pour partager avec nous quelques clés sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, France-Lise, je te salue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, bienvenue sur Boom Crash Empire, bienvenue sur la chaîne, bienvenue en tout cas face à notre audience. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, pour me présenter, je dirais que moi, c'est France-Lise Adelakun. Je suis médecin en spécialisation de pneumologie. Parfait. Je suis d'origine béninoise. Oh yeah. Et aussi, je suis dans le secteur de l'entrepreneuriat, comme tu l'as si bien dit. Ouais, c'est parfait. Mais vous voyez le profil, docteur, médecin en spécialisation pneumologie et entrepreneur. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans le secteur de la médecine, il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières. C'est-à-dire, c'est comme si, quand on fait la médecine, on se dit qu'on ne peut pas faire autre chose. Certaines personnes même vont jusqu'à dire que la médecine, c'est un métier qui est jaloux, etc. Quand on fait autre chose, on ne peut pas réussir en médecine. Oui. Et dans ce contexte, en tout cas, pourquoi est-ce que tu as préféré faire de l'entrepreneuriat en parallèle avec la médecine? Tu pourrais te dire que je vais juste suivre un cursus normal, faire la spécialisation en pneumo, peut-être travailler dans une clinique, et ça s'arrête là. Pourquoi tu as préféré te lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, disons que à mes débuts, lorsque j'avais commencé la médecine, moi aussi j'avais cette idée de la médecine dans laquelle c'est seulement la médecine. En dehors, quand tu fais la médecine, tu ne peux pas faire autre chose que la médecine. C'est surtout ça. Et quand tu es même dans le milieu, c'est ce que les gens te disent, que ce n'est pas, ce n'est vraiment pas possible. Donc, disons qu'arrivé à un certain moment, c'est-à-dire vers la 3e année ou la 4e année, entre la 3e et la 4e, je ressentais un vrai besoin de faire autre chose que la médecine parce que je m'étais tellement plongée dans la médecine que voilà, arrivé à un certain moment, disons que j'étais au top quoi. Donc je me disais qu'il me fallait autre chose que la médecine. Donc c'est de là que j'ai commencé par chercher des activités à faire. J'ai même demandé à des cousines, des amis et tout. Donc j'étais dans cette réflexion-là. Et en ce moment, il y a une cousine à une amie qui est venue me voir, me présenter un projet de marketing relationnel. Ah oui, le marketing relationnel, je me rappelle dans le temps. Oui, bon, je ne vais pas faire de publicité. Oui, bien sûr. Donc, elle est venue me voir, me parler de ça, et je me suis dit, donc, pourquoi pas me lancer dans ça? Donc, disons que c'est à travers le marketing relationnel que je me suis dit, bon, voilà, je vais commencer par entreprendre et tout ça, super. Donc en fait, tu sentais en fait ce réel besoin de pouvoir combler un certain vide parce que la médecine à un certain moment donné, ça devient monotone.
C'est-à-dire la vie d'un étudiant en médecine, ça tourne en boucle, c'est presque la même chose tous les jours. Et même pour un professionnel de la santé, je pense qu'il y a des professionnels de la santé qui nous suivent et je pense que vous savez pertinemment que la médecine, c'est vraiment la boucle. On se lève le matin, on va à l'hôpital, on rentre le soir, on se relève le matin. C'est la routine. Donc, à un certain moment donné, on a vraiment envie de toucher à autre chose, de voir certaines réalités et surtout d'apprendre un peu plus. Parce que dans la moule médicale, c'est comme si on avait des œillères, on ne voyait pas autre chose de ce qui se passait dans le monde. Actuellement, moi, je connais des médecins qui ne peuvent pas utiliser PowerPoint. Il y a des médecins qui ne maîtrisent rien de l'intelligence artificielle. Il y a des médecins qui ne maîtrisent rien du marketing, du business, de rien de ça. Mais côté médecine, ils sont juste câblés là-dessus. Et le fait d'explorer autre chose, je pense que ça aide d'ailleurs à mieux comprendre ce qu'on fait en tant que médecin. Et personnellement, quand tu as démarré dans tes activités, sûrement, tu as eu une affinité. Parce que je pense que dès le départ, c'était pas trop ça. Mais finalement, tu as eu une activité pour un secteur d'activité particulier. Et c'est dans quoi est-ce que tu évolues actuellement, principalement? Bon, actuellement, principalement, j'évolue dans le secteur de la mode. Dans le secteur de la mode, c'est parfait. Et dans le secteur de la mode, en tout cas, il y a énormément de branches. Notamment, ça peut être dans la coiffure, dans les capillaires, dans les chaussures, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bon, je confectionne et je commercialise des vêtements en crochet. Ah, ok. Dans la confection et la commercialisation des vêtements en crochet. Et de façon générale, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire, ton cycle de production, est-ce que c'est la confection des vêtements, c'est complètement en crochet ou bien c'est un mix ou bien comment est-ce que c'est plus orienté homme, plus orienté femme? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails là-dessus? Bon, disons qu'actuellement, je suis plus orientée femme. Orientée femme. Oui, je suis plus orientée femme. Et aussi, concernant les vêtements, je fais un mélange de crochet avec d'autres matières, en fait, d'autres matières textiles. Ça peut être du tissu simple ou du pain tissé. Et ajouté à cela, je fais aussi des sacs à main. Des sacs à main. Oui, pour accessoiriser les tenues. Ah ouais, c'est parfait. Donc, à la fois dans les tenues et à la fois dans les accessoires. Et techniquement parlant, même au niveau des accessoires, tu fais un mix du tissu original plus un certain décor en crochet. C'est en quelque sorte ça. Oui, sans oublier le cuir, au fait. Ah, le cuir. Ok, donc vraiment, le cuir, c'est une partie intégrante des accessoires que tu confectionnes. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Je pense que vous aurez même la possibilité de la suivre sur ces différentes pages, notamment sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi. On laissera tous les liens dans la description de la vidéo parce que je pense quand même que tu fais des choses vraiment intéressantes. Et actuellement, les gens manifestent un certain intérêt, surtout pour le secteur de la mode, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est l'image qui compte. Et moi aussi, j'accorde vraiment une importance particulière à la mode. Et j'espère que dans un futur proche, tu pourras penser à nous, les hommes, et faire quand même des trucs en crochet pour nous, n'est-ce pas? Mais en fait, pourquoi est-ce que tu as alors préféré le secteur de la mode par rapport à d'autres secteurs? Bon, disons que le secteur de la mode, c'est un secteur que j'affectionne beaucoup. J'aime bien ça. Et quand j'étais petite aussi, il faut dire que je m'amusais beaucoup à faire des dessins de tenues. Voilà. Par exemple, quand il y avait une certaine fête ou bien on me donnait un tissu à coudre, je faisais des petits dessins, là, des petits croquis que je montrais à la couturière pour qu'elle me confectionne ça. Ah, ok. Et aussi, au collège, j'ai eu à apprendre le crochet. Au collège? Oui, j'ai eu à apprendre le crochet. Impeccable. Donc, d'où ça m'est venu l'idée, de combiner les deux, genre le stylisme avec les crochets et tout ça. Mais tu as dit quelque chose vraiment de très important actuellement, c'est-à-dire au collège, on t'avait appris à faire les crochets. Chose qui t'a été utile maintenant dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et je pense que le système éducatif actuel doit plus s'orienter vers ça, c'est-à-dire l'apprentissage des aptitudes pratiques, dans la mesure où l'enfant puisse être capable de pouvoir produire quelque chose de ses mains. C'est ça qui va lui permettre dans un avenir de devenir peut-être un industriel, un entrepreneur, un producteur, etc. Mais si aujourd'hui on arrose des enfants de théorie, d'histoire, de l'anatomie des criquets, etc. Donc c'est des trucs en fait qui vont pas sur le long terme leur permettre de devenir des producteurs ou des entrepreneurs. Et ça vraiment, que ce soit dans le secteur de la mode, comme aussi dans le secteur de la science, c'est-à-dire avec l'électricité et tout, qu'on puisse montrer aux enfants comment ça se fait. Donc de ce que tu as dit en fait, pour moi c'est des trucs que tu as gardés depuis le bas âge qui t'ont permis de t'orienter principalement sur le secteur de la mode. Mais en soi, est-ce qu'au fond, il y a vraiment une passion particulière pour la mode?
Si, il y a une passion particulière pour la mode, surtout pour le crochet, parce que il faut dire que le crochet, disons que c'est plus qu'une activité, au fait. Ah oui? C'est une passion. Okay. Parce que quand je quitte l'hôpital et que je viens à la maison et que je fais le crochet, c'est comme une sorte de thérapie pour moi. Ok, ça permet de te détendre. Oui, ça me permet de me détendre. Ouais. Et quand c'est quelque chose que quand je commence, c'est vraiment difficile de me détacher. Ah d'accord, donc tu peux même passer toute la journée à faire des crochets et tout ça. Ouais, je vois un peu ça. C'est un peu comme moi avec le sport. Je peux entrer, me mettre à faire du sport et le temps que ça me prend, je n'arrive même pas à... Des fois, j'arrive même pas à m'arrêter en tout cas. Donc, c'est surtout ça, je pense, qu'on appelle la passion, c'est-à-dire cette capacité à faire quelque chose sans pour autant t'arrêter, pouvoir t'arrêter. Et ça sera très important dans le secteur de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, en fait, de mon expérience, je sais que ça nécessite beaucoup d'endurance, beaucoup de ténacité, beaucoup de créativité, En tout cas, le fait d'être à la tâche pour une longue durée sans s'épuiser. Et s'il n'y a pas la passion, techniquement, on ne peut pas tenir longtemps. Mais si tu es capable de faire quelque chose pendant toute la journée sans te fatiguer, donc techniquement, tu peux bien réussir dans ça si tu y entreprends. Et je vois maintenant pourquoi est-ce que tu as préféré le secteur de la mode. Et quand tu as commencé, c'est sûr que ce n'était pas vraiment évident. C'est-à-dire, c'était pas vraiment la facilité au début, comme dans tous les domaines. Quels sont les défis que tu as rencontrés particulièrement depuis que tu as commencé dans le secteur? Bon, disons que au tout début, quand j'ai commencé, les gens n'étaient pas encore très habitués aux vêtements. Donc ça a été un peu, disons, un peu difficile en fait de les convaincre de s'habiller en crochet. Ah ok, d'accord. Donc en fait, le défi c'est qu'il n'y avait pas une demande dans ce que tu étais en train de mettre sur le marché, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, disons, genre, au niveau Afrique francophone. Ok, en Afrique francophone. Voilà. Il n'y avait pas une si grande demande. Mais il y avait déjà cette demande-là en Afrique anglophone. Ah, d'accord. Dans le côté anglo-saxon, les gens connaissaient déjà le crochet, les gens utilisaient déjà le crochet. Donc, c'était plus facile de toucher ces personnes-là plutôt que de convaincre les francophones à s'habiller en crochet. Et c'est vrai que dans notre société, c'est vraiment très rare de pouvoir voir quelqu'un qui s'habille en crochet comme ça. C'est maintenant que les gens commencent vraiment à s'installer et tout ça. Et je pense que ça va encore prendre un peu de temps pour que ça soit vraiment ancré dans les habitudes. Donc, le principal défi que tu rencontrais au début, c'était par rapport à la demande, vu que les gens n'avaient pas encore trop ça. Et personnellement, je pense que ça va être le principal défi pour toutes les entreprises. C'est ça. Parce qu'on peut bien produire le produit, on peut bien fabriquer le truc, on peut bien mettre le truc sur le marché. Mais s'il n'y a pas une demande, si le marché ne l'achète pas, c'est surtout ça qui fait qu'on rencontre certaines difficultés au début. Mais par rapport à ces difficultés, quelles sont les différentes alternatives et stratégies que tu as pu utiliser pour pouvoir surmonter ça? Parce que les difficultés, il y en aura toujours, c'est permanent. Mais à tes débuts, comment est-ce que tu as pu quand même tenir? Parce que je pense que tu le fais maintenant depuis quand même plus d'1 an, que tu le fais déjà. Et beaucoup de personnes abandonnent au bout de 3 mois, des fois même 2 mois largement suffisant, ils abandonnent le domaine. Comment est-ce que tu as pu tenir pendant tout ce temps? Bon, disons que c'est surtout la persévérance. La persévérance. La discipline, la régularité. Parce que bon, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Carrément. Ce n'est pas facile. Mais, je me suis donné pour objectif, au fait, de faire en sorte que les gens puissent découvrir, au fait, cette façon de s'habiller en crochet. D'avoir, au fait, un style vraiment personnalisé. Donc, ce que je faisais, c'est que je postais régulièrement sur les réseaux. En ce moment, c'était pendant le temps de Covid. Ah oui, carrément, depuis le coronavirus. Carrément, je vois ça. Donc, ça fait plus de 2 ans, je sais pas, 3 ans. Pour le coronavirus, c'était en 2020. Donc, actuellement, donc ça fait 4 ans quand même. 4 ans, Donc, ce que je faisais, c'est de vraiment, à chaque fois que je faisais un article, je faisais les photos, les vidéos, et je postais sur les réseaux, je partageais à mes amis et tout. Et aussi, je faisais un peu comme une campagne de sensibilisation. Voilà, pour sensibiliser les femmes, en fait, à vouloir s'habiller de manière unique et différente, de pas forcément, se baser sur ce que
telle ou telle apportée. Ouais. Donc, c'était un peu ça au début. Et avec le temps, j'ai eu des copines qui ont commandé des tenues. Ok, ouais. Et au fur et à mesure, voilà, les gens ont commencé pas à s'intéresser. Ouais, de plus en plus. De plus en plus. Ouais, je vois ça. Donc, en fait, premièrement, tu as beaucoup joué sur la visibilité. Oui. Parce que, effectivement, comme tu as dit, presque tous les jours, tu postais, presque tous les jours, tu envoyais, presque tous les jours, tu faisais voir ce que tu faisais. Et le point, c'est que si tu fais quelque chose et que les gens ne le savent pas, les gens n'achèteront pas. C'est ça. Donc, parfois, moi, je me dis que la visibilité est beaucoup plus importante que l'aptitude. Les gens n'achètent pas forcément le meilleur produit, mais ils achètent le produit qu'ils connaissent le mieux. Donc, plus tu es connu, naturellement, plus tu vas vendre. Donc, le défi principal, ce sera d'abord de relever le défi de la visibilité et le fait de se faire connaître sur le marché. Maintenant, après, de ce marché viendront ceux qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc, petit à petit, on reçoit des proches, on reçoit les premiers clients, les deuxièmes clients. Et si on les suit bien, on pourra quand même créer un effet de réseau important pour toucher des clients, enfin, un nombre de clients beaucoup plus important. Ouais, c'est parfait. Donc, je pense qu'on peut vraiment apprendre de ça parce qu'aujourd'hui, les gens créent des entreprises, mais quand il s'agit de mettre de côté un budget marketing ou bien de mettre en place des stratégies marketing pour faire connaître leurs produits, tout ce à quoi ils pensent, c'est les statuts WhatsApp. Oui. Donc, ils pensent juste à poster les statuts WhatsApp de leurs produits et tout, et pour eux, c'est comme ça en fait que ça se vend. Mais techniquement, tu pourrais quand même leur conseiller de se positionner sur d'autres plateformes. Oui. Quelles sont les plateformes que tu utilises le plus régulièrement? Bon, j'utilise plus Instagram et TikTok. Ok, Instagram et TikTok. Mais pourquoi Instagram et TikTok? Bon, disons que c'est plus par rapport à ma cible, en fait. La cible, ok, oui. D'accord. Donc, les femmes que je veux toucher sont plus axées sur Instagram et TikTok. C'est ça. Et moi, je vise plus, disons, les femmes qui cherchent, au fait, à se dépasser, à aller de l'avant et disons qui veulent exprimer au fait leur féminité et leur confiance en soi à travers leur tenue. C'est ça. Donc ces femmes-là sont plus assez Instagram et TikTok, voilà, en dehors de la vie. C'est ça. En fait, je comprends ce que tu veux dire parce que même si il faut augmenter sa visibilité, il faut augmenter sa visibilité auprès d'une clientèle cible. C'est-à-dire ne pas chercher forcément à se faire connaître par tout le monde. Il faut savoir quel type de client on est en train de cibler et savoir où sont ces types de clients. Et ça me renvoie même à mes propres méthodes de communication. C'est-à-dire moi, je suis dans le secteur de l'éducation, donc de la formation et autres. Et la meilleure plateforme pour l'apprentissage aujourd'hui, on sait que c'est YouTube. Sur YouTube, on peut apprendre n'importe quoi. Donc, c'est la meilleure plateforme pour se positionner en tant que formateur et éducateur. Mais si je faisais par exemple dans, je ne sais pas, les commodities ou bien dans les produits de ménage, des choses comme ça, peut-être TikTok, ça m'aurait été beaucoup plus utile. Donc, en fait, il faut connaître sa clientèle cible et savoir sur quelle plateforme cibler cette client et baser sa stratégie marketing uniquement sur cette plateforme. Je pense que c'est un rappel qui est très important. Et en dehors de cet aspect, en dehors de cette stratégie pour surmonter les défis de la difficulté, est-ce que tu as utilisé d'autres stratégies, par exemple, pour relever ou bien redresser d'autres aspects de ton entreprise? Oui, disons que avec le temps, j'ai adapté au fait mes designs à la tendance de la mode. Ok, l'adaptation. Oui, j'ai adapté. Parce que, bon, on va dire que ce n'est pas ce qui se faisait il y a 5 ans qui se fait actuellement. C'est vrai que j'ai un style donné et je dois respecter certaines choses par rapport à mes créations. C'est ça. Mais à chaque fois que je fais mes designs, j'essaie toujours de m'adapter au fait aux tendances actuelles. Tout en pensant au fait que si la personne porte ce vêtement aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, est-ce que cette personne-là pourrait encore la porter au fait? Je veux que mes vêtements, au fait, soient adaptés non seulement à la mode, mais que ça soit intemporel. Ok, d'accord. En fait, que ça puisse durer dans le temps. Oui. Ouais, c'est parfait. Je vois un peu ce que tu veux dire. C'est-à-dire, cette capacité de comprendre qu'est-ce que le marché veut, genre les tendances du marché, de la suivre et parfois même anticiper sur les tendances à venir et produire des choses qui seront toujours d'actualité, même après 5 ans ou 10 ans. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Je pense que ça sera une aptitude très importante pour un entrepreneur, la capacité à s'adapter. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui, quand ils lancent un projet, ils se disent que c'est mon projet, c'est mon idée, et je vais faire uniquement ça.
peut-être leur idée en question, ça leur fait plaisir, mais le marché n'en a rien à cirer. Donc, quand ils lancent le projet, le marché ne répond pas, mais ils sont vraiment câblés là-dessus. Et finalement, au lieu de s'adapter, ils abandonnent. Oui. Donc, cette capacité à s'adapter et rester tout le temps à l'écoute du marché et faire ce que le marché demande, ça sera vraiment important si on veut durer sur le marché. Oui. Mais comme on le dit, le marché est roi. Et ça s'applique aussi dans le trading que dans le business. Oui. Le marché est roi, ouais. Donc, c'est parfait. Et actuellement, comment est-ce que tu te projettes sur le long terme? Par rapport à ton activité sur le long terme, qu'est-ce que tu aimerais vraiment que ton entreprise représente? Bon, sur le long terme, j'aimerais que mon entreprise soit parmi l'une des entreprises de mode les plus importantes en Afrique et à l'international. Mais c'est parfait, les plus importantes. Oui. Mais surtout basé sur, comment dire, les crochets et tout, toujours en gardant le même type, mais de façon vraiment variée, qui fasse que en fait quelqu'un qui porte ça, il a une identité unique dans sa tenue. Oui. Parfait. En dehors de ça, est-ce que tu as d'autres projections? J'aimerais aussi faire de mon entreprise une entreprise industrielle. Industrielle. Oui, parce que actuellement, disons que je suis seule à produire les tenues. Oui. Donc, ce que je veux, c'est de créer une industrie où il y aura, disons, des femmes, parce que ce que je veux, c'est plus valoriser les femmes. Donc, il y aura des femmes, en fait, qui vont faire le crochet. Et de l'autre côté aussi, il y aura la partie couture. Parce que il faut préciser que moi, je fais juste la partie crochet. Et la partie couture, c'est pour les tailleurs ou les couturiers. OK. Donc, ce que je veux faire, c'est, dans un premier temps, en fait, trouver des femmes qui savent crocheter, qui vont faire les crochets. Et ensuite, trouver maintenant des couturiers ou bien des tailleurs qui vont maintenant faire la partie confection totale. Ça. Après, maintenant, j'aimerais aussi me lancer dans la formation de crochet et aussi la formation de couture, spécialement pour le crochet. Parce qu'il y a une certaine manière, au fait, de coudre le crochet avec les autres tissus. Et si la personne, c'est-à-dire le tailleur, mais la couturière ne sait pas faire ça, il va vraiment rater la tenue. Ouais, carrément. Donc, ce que je veux faire, c'est une formation en crochet, une formation pour la couture. Comme ça, dès que les apprenants finissent, au fait, je peux les embaucher directement pour travailler. Super. Et je pense que c'est une très bonne perspective dans la mesure où tu vas essayer en quelque sorte d'avoir ta propre chaîne de production du début jusqu'à la fin. Parce qu'actuellement, tu travailles seul sur les crochets, peut-être avec une équipe de tailleurs qui complète avec les tissus ou bien autre forme, mais il serait mieux que toi-même tu contrôles la production des tenues ainsi que la production des crochets et ainsi que l'agencement des deux et ainsi que le circuit de distribution sur le marché et tout. Donc, je pense que nous avons beaucoup de pain sur la planche, énormément de pain sur la planche. Mais vous comprenez maintenant pourquoi les entrepreneurs n'ont pas le temps ou bien les femmes entrepreneurs n'ont pas le temps. Du coup, si vous êtes avec une femme entrepreneur qui passe tout son temps dehors, vous savez maintenant sur à quoi s'attendre parce que vraiment les projections sont assez longues et je pense que peut-être tu y penses aussi, mais peut-être faire des vêtements de type saisonnier, c'est-à-dire actuellement on est en période de fraîcheur. Si tu te projettes de faire des vêtements de type fraîcheur, c'est-à-dire qui s'adaptent à la période de fraîcheur ou bien en période de chaleur par exemple, quand les gens vont en été par exemple pour se baigner et tout ça, donc des vêtements qui s'adaptent à la période de chaleur. Est-ce que dans tes projections, tu envisages quand même catégoriser les différents types de vêtements que tu produis? Oui, j'envisage faire ça à l'avenir. Ça fait partie de tes projections, mais c'est parfait. Ça fait partie de mes projections. C'est ça. Et pour revenir aussi sur la chaîne de distribution. Oui, j'aimerais bien, vu que pour le moment, je n'ai pas encore de boutique. Voilà, j'aimerais bien présenter au fait mes tenues et mes sacs, dans des concept stores, mais des boutiques qui aimeraient vraiment accueillir mes tenues. C'est un peu comme moi avec mes livres où je dépose auprès des librairies. Donc, personnellement, tu aimerais déposer en tout cas tes productions auprès de certaines boutiques ou bien magasins de redistribution pour qu'ils puissent essayer de mettre ça sur le marché de telle sorte que toi, tu te concentres uniquement sur la production en gros, en quelque sorte. Et donc, si actuellement vous suivez cette vidéo et que vous connaissez ou bien vous êtes en possession d'un magasin qui reçoit des articles ou du moins des produits vestimentaires,
vous pouvez toujours contacter Francis et travailler avec elle parce que effectivement, on est dans la recherche de circuits de distribution. Donc, si vous êtes en possession d'un magasin qui peut prendre en charge la distribution, ok, bien sûr, à coût réduit sur le prix d'achat et le prix de redistribution après pour ajouter vos marges, naturellement, vous pouvez toujours contacter Francis à travers les liens qui sont dans la description de la vidéo. Mais on a parlé de tout, sauf du nom de ton entreprise. Oui. Est-ce que tu peux nous le rappeler? Donc, le nom de la marque, c'est Adela Fashion. Adela Fashion. Oui. Adela Fashion. Mais en fait, d'où vient le nom Adela Fashion? Bon, disons que c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Oui. Si on peut avoir un aperçu. Donc, disons qu'au début, le nom de la marque, c'était Ola Fashion. Ola Fashion. Oui, ok, ouais, Ola Fashion. Et Ola Fashion, c'est le diminutif de... Disons, Ola, en fait, vient du diminutif de Adetola. Ah, d'accord, ouais, le deuxième prénom. Oui. Ok, je vois ça. C'est ça. Mais lorsque je voulais faire l'enregistrement de la marque, il s'est fait qu'il existait déjà Ola Fashion. Ah, d'accord. Donc, c'est de là que j'ai dû modifier. Ouais. Et Ola Fashion s'est transformé en Adela Fashion. Donc, tu as laissé la fin pour prendre le début du nom. Ah, ok, je vois. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment personnel par rapport à toi. Le fait que tu aies collé ton nom à l'entreprise et tout ça montre à quel point ça te tient à cœur. Oui. Bon, mais de toute façon, je sais que par ta façon de faire, ton dynamisme et ta discipline, c'est quelque chose, c'est un projet en tout cas que tu vas mener très loin. Très loin. Ouais. Donc, actuellement, beaucoup de personnes vont se demander, vu que tu es en médecine et que tu as pu soutenir ta thèse sans aucun problème, actuellement, tu es en spécialisation pour le mot et tu es en train de développer ton entreprise. Moi, quand je parle de ce que je fais, les gens me voient comme un extraterrestre. À la limite, je suis obligé de dire aux gens que je suis au chômeur parce que quand je me mets à faire la liste de tout ce que je fais, les gens pensent que je mens. Donc, peut-être toi, quand tu vas parler, ça sera beaucoup plus pratique pour les gens. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à cumuler la médecine avec ton activité jusqu'à ce que tu puisses réussir? C'est quoi les astuces de productivité que tu as utilisées pour pouvoir cumuler la médecine et ton business? Disons que la vraie base, c'est vraiment l'organisation. L'organisation. Vraiment l'organisation. Parce qu'on sait que la médecine, ça prend du temps. Ouais. Et le crochet aussi, c'est une activité manuelle qui prend du temps. Ouais, très chronophage. Très chronophage. Ouais. Donc, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'organisation, en fait. Et il y a aussi le fait que j'ai commencé, disons, quand j'ai commencé, j'étais déjà vers la fin. Ok. J'étais déjà vers la fin. Vers la fin du cursus. Oui, c'est vrai que j'étais en 5e année. La 5e année, ce n'est pas facile. Ouais. Mais j'arrivais quand même à trouver du temps pour vraiment crocheter, au fait. Et comme je l'avais dit au début, c'est aussi un moyen pour moi de déstresser et tout, de me détendre. Donc, à chaque fois que je finissais de réviser, ou bien je revenais de stage, je faisais tout ce que j'ai à faire par rapport à la médecine. Je me consacrais au fait au crochet. Oui. C'est vrai que bon, ça a diminué mon temps de sommeil, c'est clair. je l'avoue. Mais quand même, comme c'est quelque chose que j'aimais faire, ça m'a facilité la tâche. Donc, tu peux même passer toute la nuit à le faire, mais sans sentir réellement la fatigue et tout ça. Ouais, c'est ça montre en tout cas la place très importante de la passion dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, si je retiens de ce que tu as dit, c'est principalement déjà le fait de s'organiser. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est prioritaire et se concentrer sur les priorités. Et être prêt à faire des sacrifices parce que comme tu as parlé de heures de sommeil, je suppose que c'est pas seulement les heures de sommeil que tu as sacrifié. Tu as dû sacrifier beaucoup de choses, que ce soit physiquement, mentalement, socialement, financièrement. Il y a beaucoup de sacrifices que tu as dû faire pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là. Donc effectivement, en fait, tout ce qu'on veut avoir dans la vie, c'est comme si on veut épouser une femme. On ne peut pas épouser une femme sans doter la femme. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose sans donner quelque chose en échange. Vous voulez avoir une entreprise, vous voulez avoir un patrimoine, vous voulez avoir n'importe quoi, vous devez être prêt à donner quelque chose en échange, notamment tous ces sacrifices qu'il faut faire pour réaliser ses rêves. Donc, en tout cas, la grandeur des rêves sera aussi proportionnelle à la grandeur des sacrifices qu'on fait. Et je pense que plus on a des objectifs qui sont grandioses, plus il va falloir être prêt à faire des sacrifices grandioses. Donc, ça veut dire que le combat n'est pas terminé. Non. En soi, ça vient de commencer. Donc, c'est parfait. Alors, dans ce cas, est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont hésitantes, ou bien celles qui sont toujours en train peut-être de faire des études et qui veulent aussi entreprendre, mais qui ne savent pas comment s'y prendre? Bref, est-ce que tu as un mot à laisser aux femmes qui sont intéressées par le secteur de l'entrepreneuriat? Bon, le conseil que je vais donner, c'est de ne pas hésiter
de se lancer. Parce que bon, comme tu le dis souvent, j'improvise beaucoup. Ouais. Donc, de ne pas vraiment hésiter au fait de se lancer. Comme si elles ont envie de faire de l'entrepreneuriat, genre de vraiment se lancer sans réfléchir au fait. Elles n'ont qu'à commencer et après maintenant, voilà, on verra après pour ce qui va venir en fait. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont dire non, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu auras le temps et tout? Mais elles n'ont qu'à avoir confiance en elles. Savoir qu'elles sont capables de faire ça. C'est ça. Et d'aller même plus au-delà. Au-delà. Oui. Et aussi, de ne pas aussi s'inquiéter pour le temps que ça va prendre et tout. Avec le temps, en fait, on arrive à s'adapter, à s'organiser. Tant que tu aimes vraiment ce que tu fais, tout est possible. Tout est possible. Ah, mais c'est clair, c'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. Déjà, je te remercie pour le rappel. En fait, ce qui est important pour elles de savoir, d'après ce que tu as dit, c'est de savoir réellement qu'est-ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent réellement, c'est leur objectif. Et ensuite, de ne pas écouter ce que les gens disent. Parce que ce n'est pas en soi les gens qui vont définir son avenir ou bien leur avenir. Donc, si vous avez un projet, si vous avez une ambition, si vous avez une idée d'entreprise, c'est pas parce que les gens disent ça ne va pas marcher, ça va te prendre du temps, tu vas perdre de l'argent, etc., que vous allez vous freiner mentalement. Il faut y aller, il faut oser. Et quand vous osez, le temps vous donnera raison. C'est-à-dire, tant que vous vous accrochez, tant que vous êtes persévérant, tant que vous y travaillez, tant que vous employez les bonnes méthodes, naturellement, ça va, sauf que marcher. Eh bien, je pense que nous avons appris énormément de choses de ce podcast. Est-ce que, Francelise, tu aurais un dernier mot à laisser à notre audience? Ils sont tous passionnés par le business, tous passionnés par l'entrepreneuriat, le développement personnel et les choses qui nous permettent de passer à un niveau supérieur, que ce soit financièrement et mentalement pour atteindre nos objectifs. Quel est le dernier mot que tu vas laisser à notre audience? Donc, s'il y a quelque chose que je vais dire avant de terminer ce podcast, c'est un verset biblique du livre de Marc qui dit « Car rien n'est impossible à celui qui croit ». Exactement. Et disons que c'est un verset que j'aime beaucoup parce que à chaque fois que je rencontre des difficultés ou bien j'ai un certain blocage, je me remémore en fait ce verset biblique là et je me dis que bon, Francelise, tant que tu crois à ça, ça va arriver. C'est réalisé, exactement ça. Donc je pense que nous avons vraiment la clé de toute forme de réalisation et ça me rappelle aussi l'une des phrases de mon mentor qui dit souvent « Whatever your mind can see and believe and achieve ». Ça veut dire que tout ce que votre esprit peut percevoir et croire, vous pouvez le réaliser. Peu importe, tout ce que nous pouvons réaliser dans la vie, c'est comme si on voulait faire un dessin. Dans notre esprit, on voit l'image qu'on veut dessiner, on y croit et en menant des actions avec notre crayon, on arrive à transcrire ce que nous avons comme rêve, comme image dans notre esprit en faisant de ça une réalité. Si vous appliquez le même principe dans tous les domaines de votre vie, ça sera tout le temps une réussite. Je pense que tu as quelque chose à ajouter. Oui. Donc, pour compléter ce que tu viens de dire, je voulais aussi notifier que c'est vrai qu'il faut avoir la foi, il faut croire en ton projet et tout, mais si tu ne fais pas des actions, rien ne va se réaliser. Il faut accompagner l'action à la fois. C'est ça, de manière cohérente par rapport à ça. C'est ça, exactement comme si on avait une image d'un dessin. Tant qu'on ne prend pas le crayon et qu'on se met à dessiner, le dessin ne deviendra jamais une réalité. Eh bien, merci beaucoup à toi, Francelise, déjà. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. Merci d'avoir partagé toute ton expérience avec notre communauté. Merci surtout à vous pour votre fidélité, votre présence et surtout votre présence sur notre chaîne depuis tant d'années. Nous continuerons toujours de faire le travail nécessaire pour vous procurer les informations qui vous permettront de passer à un niveau supérieur. Dans la description de la vidéo, vous retrouvez tous les liens qui vont vous permettre de pouvoir contacter Francelise, de pouvoir contacter son entreprise, ainsi que de pouvoir contacter notre académie si vous souhaitez travailler avec nous pour faire passer vos activités à un niveau supérieur. Et surtout, n'oubliez pas, tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Merci beaucoup. Merci à toi, Francelise. On se donne alors rendez-vous au prochain podcast. Surtout, restez connectés.